Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne, on se retrouve pour 52 minutes d'émission. Alors ce matin, nous allons voir ensemble le handicap autrement, changer de regard par l'humour, l'autodérision même. C'est le credo porté par une association, l'Adapte, mais c'est aussi celui de l'acteur et humoriste Christophe Luder qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau avec nous. Ensemble, ils viennent à votre rencontre pour une soirée en Bretagne qui mêlera l'humour et l'image. Ouverture de chant, ça se passera ce soir au cinéma Gaumont à Rennes. Nous parlerons de vos droits également ce matin grâce au conseil de Maître Geoffroy Aymonnet. Il nous dira comment anticiper sa dépendance. Vous aurez aussi la chance de découvrir l'agenda culturel de Sabine Marie-Murg, une sélection de jolis instants culturels à vivre ce week-end et les jours qui suivront. Ça sera tout à l'heure dans tous les départements bretons. Et oui, nous suivrons également les traces de Pierrick Gaveau dans une de ces belles balades dont il a le secret. Cette fois, ce sera dans le massif de Brocéliande, plus exactement à Néant-sur-Yvelle. Ce sera dans le Morbihan. Et puis nous inaugurons un nouveau rendez-vous ce matin avec de la philosophie. Il n'est pas venu en toge, mais Karl Brozek vous prouvera que la philo peut se conjuguer avec le quotidien. Sans oublier l'ami Billy, que vous connaissez bien désormais, et nous avons lancé un nouveau défi à notre ami, tester le métier de coiffeur. Vous verrez cela tout à l'heure. C'est maintenant l'heure de la météo avec vous, Catherine. Bonjour. Bonjour Laurence, ça va bien? Oui, ça va. Et vous? Mouillé, moi très bien. J'ai fait une carte météo accessible à tous parce que souvent, moi je ne les comprends pas. Alors peut-être pour vous. C'est souvent qu'il y a le présentateur qui est devant la Bretagne en fait. Ça énerve un peu. Ah oui, c'est vrai? Oui, souvent. Dis donc. Eh ben, oui, c'est vrai, dis donc. Oui. C'est injuste. Mais dis donc, vous me dites ça, maintenant je suis choquée. Ça y est, j'avais la pilule rouge. Ah bon, il va faire beau. Ah, bah voilà, tout va bien. On est bien là. Oui, dis donc, c'est vrai. C'est vrai ça. Hein. Sérieux. Ah, ils vont pas s'en sortir comme ça. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où l'émission est diffusée en live. Faites comme moi, vous prenez un petit café, vous vous installez. On vous retrouve pour 52 minutes de bonheur et de bonne humeur. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour chers amis chroniqueurs. Bonjour Karl. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes un nouvel arrivant dans cette émission. On est très heureux de vous accueillir. Le petit nouveau, merci en tout cas Professeur de philosophie. Absolument. Voilà. À Nantes. À Nantes. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure. On aura grand plaisir de vous retrouver. Bonjour Pierrick. Bonjour Laurence. Vous êtes un habitué, donc on ne vous présente plus. Guide, auteur, photographe qui nous fait découvrir notre jolie Bretagne. Comme avec un immense plaisir, comme à chaque fois. Eh bien, il est partagé. Voilà. Maître Geoffroy Aymonnet, vous parlerez de la dépendance avec nous, et c'est un sujet hautement concernant. Et puis Christophe Luder, bonjour. Oui, bonjour. Acteur, humoriste, touche à tout, on va dire ça. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme ça. Je sais tout faire, je fais un petit peu tout, oui, mais c'est le lot quand on est comédien, c'est ça, il faut être un peu polyvalent. Allez, on avait envie d'un peu mieux vous connaître, alors je vais vous proposer de tirer un premier petit papier. Ah oui, d'accord, c'est donc ça, ces petits papiers. C'est ça, les petits papiers. Alors, je vais prendre celui-là. Ah, vous êtes comme ça, vous. Le deuxième d'abord, comme ça, oui, voilà. Oui, le deuxième d'abord. Je l'ouvre maintenant. Ah bah allez-y, je vous en prie, voilà, c'est fait pour. Voilà, ah, chocolat, d'accord. Chocolat, ça vous évoque quoi? Chocolat, eh ben j'en ai pas eu dans la loge en fait, j'étais déçu d'ailleurs. Ça va s'arranger après, vous en faites pas. Et pour le reste? Ça m'évoque un très beau film. Un très beau film avec Omar Sy et puis James Tiré, dans lequel j'ai eu... Ah bah oui, voilà, il y a l'affiche. Tout le monde se souvient de cette affiche et de ce film. Ouais. Non, c'est un superbe film qui a été réalisé par Roche Dizem et James Tiré, oui, qui est un magnifique acteur. C'est une vraie révélation. Omar Sy, on le connaît, on sait ce qu'il fait. Voilà, il le fait très bien d'ailleurs, hein, mais James, c'était une vraie révélation. C'est quelqu'un qui est beaucoup moins connu aussi cinéma du grand public, mais c'est bon, voilà, c'est le petit-fils de Charlie Chaplin et moi ça m'a fait énormément plaisir de lui rendre la réplique. Voilà, c'est vraiment un acteur formidable. Marval, ouais, cirque. Voilà, exactement. Ça a été une grande expérience pour vous. Ça a été déjà parce que c'est une histoire vraie, enfin inspirée de faits réels et d'un personnage qui a vraiment existé, parce que c'était le premier clown noir. Et moi, moi, j'étais ravi de jouer de jouer aux côtés de grands comédiens comme ceux-ci. Et puis pour Roche Dizem,
je disais qui est un réalisateur, mais qui a un regard d'acteur, donc qui est quelqu'un de très pointu, très précis, qui laisse pas passer les petites imperfections. Et Dieu merci, il y en a pas eu. Enfin, je crois pas en tous les cas. Et en tous les cas, il me l'a pas fait sentir, mais voilà, c'était vraiment génial, une superbe expérience. Allez, vous tirez un deuxième petit papier, le premier, du coup, voilà, si vous voulez. Forcément, hein, celui qui on va reste, comprendre un petit peu comment vous vous êtes formé, parce que ça, c'est important aussi dans votre parcours. Ah, mais oui, le bout. Le bout, qu'est-ce que c'est le bout? Alors, il faut que j'explique, parce que là, évidemment, si on ne connaît pas, ça peut paraître un peu bizarre. Non, on ne va pas partir en sucette déjà dès le début de l'émission. Non, on va attendre un tout petit peu, mais ça va venir vite, à mon avis, pas de souci. Effacez tout de suite ça. Non, le bout, c'est une école de café-théâtre qui est très réputée à Paris, qui est pas loin de la place Pigalle, hein, donc voilà, faut vraiment développer pour le coup. Et c'est j'ai eu des cours de café-théâtre avec William Pasquier et Alexandre de Limoges. Je les cite d'ailleurs parce que c'est important, c'est avec eux vraiment que j'ai commencé, que je suis monté sur scène et que j'ai fait mes armes, mais il fallait bien que je m'essaye et que je vois si j'étais capable de tenir la distance. Et puis parce que les rigolos de fin de banquet, on en connaît tous, hein, qui racontent les blagues à Toto, le vieux tonton qui raconte des blagues super chiantes, qui a 2-3 imitations. Tu rappelles des vieux souvenirs, on dirait. Vous alliez faire référence à moi. Non, pas forcément toi, peut-être le je vieil me permettrais oncle qui fait des blagues de cul à la fin du mariage, et qui font un beat total, mais c'est comme ça, on en connaît tous. Et moi, je me suis dit, bah tiens, est-ce que je suis capable d'aller un peu plus loin et d'avoir peut-être pas un vrai talent, mais en tous les cas, que c'est justifié et que voilà, c'est vraiment judicieux comme choix de carrière. Bon, alors. Voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de faire avec eux. Et justement, ils ont une superbe école qui permet de s'essayer au sketch, à l'interprétation, à l'écriture. Ils ont un premier rapport avec le public qui est vraiment super, super important. Bon, vous qui êtes comédien, est-ce que vous avez déjà interprété un rôle de coiffeur? Je faisais coiffeur dans un de mes sketchs, mais c'était vraiment très caricatural, c'était pendant 1 minute 30, 2 minutes, pas homosexuel, mais pas forcément. Eh ben nous, c'est le défi qu'on a lancé à notre ami Billy, devenir coiffeur d'un jour. Vous allez pas voir. Devenir homosexuel, devenir coiffeur. Ouais. Enfin, vous allez voir. Bonjour Billy. Il est où Billy? Et alors nous sommes ce matin chez Coiffeur et compagnie, en compagnie de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Billy. Ça va bien? Très très bien, merci. Alors nous sommes là ce matin et je vais réaliser un rêve, je vais être coiffeur. Donc merci de nous accueillir pour me permettre de réaliser ce défi. Alors, donc ce matin on va s'occuper de la coiffure de monsieur. Merci à Patrick, c'est ça? C'est ça. De nous avoir laissé la possibilité de couper les cheveux puisque je n'ai jamais fait ça. Donc on a fait une première étape tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a diagnostiqué un petit peu les désirs de notre client. Et en fait, c'est vrai qu'il a une belle chevelure avec une belle masse. Ouais. Donc en fait, on va garder un petit peu de longueur sur le dessus et bien s'occuper des côtés et de la nuque de façon à raccourcir, que ce soit un petit peu plus harmonieux. D'accord. Donc la première étape, c'est ça. On voit avec le client ce qu'il veut. Et la deuxième étape, c'est le shampoing. On passe au shampoing, première étape. Ok, donc je vais y aller. Alors là, c'est eau chaude, eau froide, comment on fait? Tout à fait. Alors il faut montrer un peu. Hein. Vas-y. Je vais voir si la température est bonne, d'accord? Parce que là, c'est hyper froid. Et de ce côté-là? J'ai toujours rêvé faire ça. Vraiment, hein, un coiffeur comme ça le matin. Tac, tac. Alors, non, là c'est froid, c'est à droite. C'est bon. Ok. Alors du coup, on met comme ça, mais je voudrais pas vous en mettre quand même sur vos yeux. Tu mets ta main comme ça, ok. De façon à mouiller bien la chevelure. Ah d'accord. Comme ça, et je protège. Vous me dites si c'est trop chaud, hein? Attention. C'est pas trop chaud, c'est un peu là. Voilà. Alors, c'est là où on voit que je suis un peu stagiaire quand même. Parce que j'en mets partout dans les... On a tous commencé comme ça. Voilà, là par contre ça va être trop chaud, hein. Je vais vous brûler le cuir chevelu. Voilà. Toc. J'ai toujours rêvé de dire, il y avait un sketch qui disait on vous a martyrisé le cheveu. Hein. Donc là, ça va pas être aujourd'hui. Bah non, aujourd'hui on est avec des pros, donc ça risque d'être... Ah non mais c'est pas trop chaud, c'est bon? Voilà. Alors, et le shampoing il se trouve où? Alors il faut que la chevelure soit vraiment très bien mouillée. Ah ouais, et pourquoi est-ce qu'on mouille les cheveux? Pour que la mousse du shampoing puisse se révéler en fait. D'accord. Parce que moi quand j'étais petit, on avait une coiffeuse, on n'avait pas trop de sous et elle faisait juste avec un pchit. C'est la même chose quoi. Ouais, mais quand t'es enfant, c'est pas pareil. Bah ouais, ça coûtait moins cher pour les parents, donc du coup c'est pour ça qu'on faisait ça quoi. Alors là du coup tu vas faire un shampoing fortifiant et densifiant pour que ton cheveu soit plus agréable à coiffer après. D'accord. Donc un shampoing fortifiant et densifiant. Voilà. Alors moi, je vais pas faire peut-être le bon massage que vous faites normalement. En fait, l'idéal, c'était de le mettre un peu dans tes mains et de le répartir un petit peu partout.
Ok. Là, ce que tu vas pouvoir là, faire... ça va faire une grosse masse de mousse ici. Voilà, tu vas mettre un petit peu d'eau et tu vas voir, ça va se développer. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, Laurence, nous, on va finir ce petit shampoing. Et puis, alors, est-ce que c'est agréable, ce petit massage de cuir chevelu, là? Oui, ça va. C'est vrai, je suis pas... Ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. C'est vrai? Oui. Tu veux rattraper le coup et faire un... Parce que le client va pas être content, sinon. Hein. Non, bah moi, je joue le défi à fond. Je veux être coiffeur, donc là, je suis désolé, hein, peut-être que je vais pas être top avec vous. Hein. Eh bien, écoutez, donc je finis ça, Laurence. Je finis le massage de cuir chevelu. Et puis, on se retrouve tout à l'heure dans le vif du sujet, parce que là, on va vraiment couper tout ça. Allez, à tout à l'heure. Merci Billy, pas de mousse dans les yeux, attention. Hein. Non, là franchement... Allez, je vous le disais dans les titres, nous inaugurons ce matin une nouvelle rubrique. On va parler de philosophie avec vous. Karl, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes prof de philo donc à Nantes, bienvenue. Absolument. Est-ce qu'on peut comme ça en quelques minutes résumer ce qu'est la philosophie? Vous savez, c'est le matin des défis là, donc oui, être c'est un petit peu ça. Résumer la philosophie en 4 minutes, allez-y, moi, je vous en prie. Effectivement, c'est vrai que parler de philosophie à la télé, c'est toujours un défi parce que la philosophie, c'est quand même 2500 ans d'histoire, c'est une matière qui est extrêmement dense et puis à la télé, on parle par message, par option très très rapide, mais on peut quand même essayer malgré tout. Même si on n'aime pas trop les formules, moi il y a une formule que j'aime bien qui est d'un journaliste et philosophe qui s'appelle Alexandre Lacroix, et Alexandre Lacroix dit que la philosophie, c'est comme le café. Le café, alors pourquoi? Ouais, la philosophie, c'est comme le café. Quand vous avez les idées pas très claires, quand vous êtes dans une routine, quand vous êtes ensommeillé, un bon coup de café, ça vous réveille, ça vous met en train, ça vous secoue un petit peu les neurones. Et la philosophie, c'est exactement ça. Secouer les neurones des gens quand on est dans la routine, quand on est dans l'endormissement. Faut savoir que dans la Grèce antique, quand la philosophie commence à apparaître, on est sur une société extrêmement bridée par la religion, par la politique. Les gens ne se posent pas de questions, n'ont pas envie de se poser de questions. On est dans une ignorance qui s'ignore elle-même en quelque sorte. Wow. Et puis, nos amis philosophes débarquent. C'est Socrate, c'est Diogène, ils ont des belles barbes comme moi. Et c'est pour ça. oui, absolument. Il faut, hein, on est dans un club, faut être barbu, sinon ça fonctionne pas, on n'a pas le CAPES. Et donc, ces philosophes, ces premiers philosophes arrivent et déstabilisent tout le monde. Ils vont poser les questions qui dérangent. Ils vont dire aux gens, mais au fait, les dieux qui dirigent notre société, tu crois qu'ils existent vraiment? Alors, sacrilège, évidemment, blasphème. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu manipulé? Est-ce que l'information, c'est pas un petit peu de la propagande? Et puis en diffusant ces idées qui sont des remises en question perpétuelles de la société de l'époque, les philosophes commencent à introduire un doute profond. La philosophie, c'est l'art de l'étonnement, c'est l'art du questionnement. L'art du questionnement. Alors aujourd'hui quand même notre époque est différente parce que l'information circule mieux, elle circule partout. Est-ce que ça a encore une utilité? Eh bien là où à l'époque il n'y avait pas assez d'informations, où l'information était de la véritable propagande, aujourd'hui on a envie de dire qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les chaînes info, l'info finalement il y en a trop. C'est-à-dire que tout est mis sur un pied d'égalité. On vous parle aussi bien du mariage du prince machin avec la princesse truc, on vous parle aussi bien des fesses de Kim Kardashian, qu'on vous parle du conflit israélo-palestinien. Tout est mis sur une espèce de pied d'égalité, c'est le forum total. Et puis surtout maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde a accès à la parole. Vous dites quelque chose sur Internet et potentiellement c'est vu par des milliards de personnes. Donc il y a trop d'informations partout en vrac. Et puis, surtout, avec non pas la philosophie, mais avec les médias qui se multiplient, on n'est plus tellement soi-même. Ah, pourtant, Dieu sait qu'on fait des selfies. Hein, et le selfie, c'est comme s'exposer soi-même. C'est vrai, le selfie, c'est l'égocentrisme total, mais en même temps, c'est le vide total. C'est-à-dire que le selfie, c'est pas vraiment moi. Le selfie qui s'affiche partout, voilà, je me prends en photo, c'est pas tellement moi que je prends en photo, c'est un moi amélioré, c'est un moi customisé, c'est-à-dire regardez comme je suis beau avec cet éclairage, avec les beaux filtres qui fait que ça efface toutes les rides, toutes les imperfections, etc. Et cette version améliorée de soi-même, c'est tout sauf nous, c'est-à-dire qu'on est sur des loisirs qui commencent à prendre beaucoup d'ampleur et qui consistent à éviter de penser, éviter de faire face à soi-même. Le selfie, c'est surtout pas faire face à soi-même, c'est surtout s'occuper pour ne pas justement avoir affaire à soi. Bon alors du coup, la philosophie, qu'est-ce qu'elle nous offre par rapport à tout ça? La philosophie, elle nous offre ce fameux inconfort. La philosophie, c'est l'inconfort perpétuel. C'est justement le côté amer, c'est l'amertume du café. C'est-à-dire que là où vous vous arrêtez 2 secondes, où vous faites face vraiment à vous-même, où vous évitez de vous contempler, de vous admirer, de vous perdre dans les réseaux sociaux, dans les divertissements qui ne servent à rien, comme disait Blaise Pascal déjà au XVIIe siècle, eh bien, vous êtes dans la philosophie. On s'arrête 2 secondes et on fait face au véritable moi. Et ça, le problème, c'est que ça fait peur. Alors, on fait tout pour s'en distraire, mais il faut le faire. C'est ça, le vrai goût de la philosophie. Parfait. Bon, alors, je vous promettez, vous me faites un selfie en toge avec la couronne de laurier comme on évitera la couronne d'épines, on fera plutôt la couronne de laurier, effectivement.
Vous êtes du genre philosophe, Christophe Schleder, ou pas? Non, mais j'avais envie de rebondir sur le divertissement qui sert à rien, en fait. C'est ouais, cette espèce de culture du vide. Alors j'espère que c'est pas ce que je cultive. Voilà. Non, je vous rassure. Mais ouais, aujourd'hui c'est vrai on est tous comme ça dans une. Bien sûr, mais moi le premier. Dans une société. Ouais, justement, vous faites des selfies? Mais je n'arrête pas de faire des selfies. J'en ai fait un 5 minutes avant l'antenne, comme c'était ma première émission. Je me dis tiens, je vais me prendre en photo. Je suis tout beau sur le plateau, tout maquillé. Autant en faire le truc. Donc évidemment, on est tous coupables de ça. On est tous piégés par ça. Et en même temps, c'est pas une honte parce qu'on peut aussi faire de la vraie philosophie à côté. Ouais. Rien n'empêche de vivre avec son temps, bien sûr, évidemment. Elle s'invite dans le quotidien. Hein. Le philosophe n'est pas dans sa tour d'ivoire, pas seulement. Exactement, la preuve, vous êtes sur ce plateau. Allez, Christophe, vous avez un CV impressionnant. Hein. On a du mal à compter toutes les émissions, les séries dans lesquelles vous apparaissez, Engrenage, Fais pas ci, fais pas ça, bref. Et puis il y a la scène, et vous avez très vite voulu écrire vos propres spectacles. Alors pourquoi ? Oui, alors c'est venu justement avec l'école du café-théâtre. Je voulais me sentir légitime pour commencer à écrire. C'était bien de faire de l'interprétation. C'est souvent ce qu'on fait quand on commence dans le café-théâtre. On fait de l'interprétation d'autres sketchs qui ont été écrits par d'autres, qui ont été joués, des standards, des classiques. Et puis après, on essaie de se confronter à soi-même, justement, et de se dire hey, tiens, je vais essayer de me lancer, voir si moi aussi je suis légitime en écriture. Parce que de toute façon, il va bien falloir à un moment donné que je me jette dans le grand bain. Et puis, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs. Souvent, les premiers sketchs en écriture, ce sont des sketchs qui sont en réaction, sont teintés d'humour noir, les premiers, parce que c'est ce qui suscite tout de suite la réaction du public, soit choqué, outré, soit ça fait rire, mais en tous les cas, ça suscite une réaction. Et comme, évidemment, le rire, la manière de faire rire, le divertissement du rire, il y a tout de suite une sanction. Donc, nous, on est en attente de ça. Nous, artistes comiques, on est en attente de la sanction. Et évidemment, c'est plus facile de faire rire ou de créer des émotions et de susciter des réactions avec de l'humour noir. Donc, c'est pour ça qu'on se confronte un peu à ça. Puis après, j'ai allégé un peu mes propos, évidemment. C'est devenu quelque chose de plus autobiographique, un peu moins en réaction à l'environnement, à la société, un peu moins critique, mais plus envers moi-même et envers les personnes que j'ai pu rencontrer. C'est un milieu un peu impitoyable quand même, le one-man show. Ah oui, c'est très très dur. Moi, c'est un milieu, en toute sincérité, les humoristes, c'est pas des personnes que je fréquente énormément, mais aussi parce que moi, je me suis plus rapproché du métier de comédien et donc de l'univers des plateaux, de l'échange, plateau de cinéma ou de télévision. C'est des équipes techniques. En plus de ça, ça rassemble des tas de métiers différents. Alors que le one-man show, c'est quand même un ego trip. C'est vachement sur soi. Et c'est vrai que souvent dans ce métier-là, on est entouré de gens qui sont vachement dans l'ego trip. Alors pas tous, hein, évidemment, mais beaucoup quand même. Alors il le faut, parce que pour monter sur scène, il faut quand même être un minimum narcissique. Mais pas trop de selfies. Oui, puis il faut bien placer le curseur. Et malheureusement aujourd'hui, je trouve sincèrement qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, hein, mais qui sont très égocentrés. Alors, sous les encouragements de Pascal Légitimus, qui lui n'est pas autocentré, vous avez monté le spectacle Oui, je suis noir et alors. Oui, je suis noir et alors. Et on va regarder un petit extrait, puis on en parle juste après. Allez, c'est parti. Alors, tout est allé très très vite entre nous. Au bout de quelques mois de relation, elle a eu envie de me présenter à sa famille. Quelle riche idée. Alors, direct en arrivant, j'ai été accueilli par Chewbacca, le gentil Terre-Neuve de ses parents. Terre-Neuve, hein, voilà, adulte, hein. 70 kilos de tendresse. À peine ouvert la porte, il m'a chopé comme ça, il m'a carrément pris pour son jouet. Oh, je suis désolé, il a fait un trou à votre belle chemise. C'est pas grave, madame, j'aimais pas trop cette moitié de chemise. Non, mais si vous voulez, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il adore jouer avec les enfants. Alors, quand il vous a vu, eh bien, Oh, la boulette. Je vais prendre un petit apéritif, ça vous dit? Ah bah si, parce que ça s'arrose, hein. Ah bah écoutez, moi je me sers. Voilà. Oh, je suis désolée, on me dit jamais rien, moi. Si j'avais su, j'aurais acheté des plus petits couverts. Non, parce que c'est pas pratique pour vous, non? Non? Comment? Oui, non, vous avez pas une vieille dinette? Hein? Non, je plaisantais. Il est drôle, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Comédien. Comédien. Ah oui, oh là là.
En plus, dites donc. Ouais. C'est l'humour, le biais le plus efficace selon vous pour parler de la différence, plus que l'émotion? Oui, certainement. Enfin, le registre de l'émotion, de toute façon, c'est une émotion. Oui, et puis c'est une émotion, le rire. Et puis par le biais du one-man show, on peut amener à différentes émotions. D'ailleurs, c'est du one-man show, mais on est entre presque le one-man show, le seul en scène, la performance d'acteur, entre guillemets, parce qu'il y a des personnages. À la fin de ce spectacle, il y a une roulette de personnages. Enfin, j'en dis pas plus, parce que sinon les gens vont pas venir voir. Mais voilà, on a voulu faire quelque chose entre le stand-up, qui est la version, on brise le 4e mur et on parle directement au public, et puis l'interprétation de personnages plus classiques dans le one-man show. Mais c'est un bon moyen, oui, d'ouvrir les portes, de casser les barrières, de montrer qu'on peut parler des différences et d'annihiler toute notion de différence. D'ailleurs, ce qui est bien, et après je m'arrête, mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin du spectacle, les gens ne se rendent pas compte, enfin, ils ont oublié totalement la petite taille, même si je tourne autour pendant tout le spectacle. Ils s'attachent plus aux personnages et aux situations qu'à moi, tel que je suis. L'autodérision, justement, pour vous, c'est essentiel. C'est pour ça que vous vous êtes engagé aux côtés de l'ADAPT il y a 2 ans? Oui, je pense que déjà, ils sont venus me chercher. C'est une rencontre, en fait. Rappelez-nous ce que c'est cette association. C'est une association, en fait, qui, notamment, dont l'objet est de parler du handicap, mais pour le grand public, et d'ouvrir, notamment, ouvrir d'ailleurs, voilà. ouverture de champ. C'est le nom de la soirée que vous nous proposez ce soir en Bretagne, à Rennes. Cette soirée qui correspond bien à ce qu'elle adapte, c'est ouvrir le regard et le champ des possibles pour les personnes en situation de handicap, et ouvrir justement un peu les consciences, le regard du grand public qui est peut-être pas forcément concerné par le handicap, de leur montrer que bien au-delà qu'il faut voir un petit peu au-delà des différences, quoi. Alors, cette soirée commence à 19h. Vous la co-présentez avec Ada Abdelli. Et puis on verra un extrait de votre spectacle. Et puis un long-métrage qui s'appelle Wonder avec Owen Wilson et Julia Roberts, qui est magnifique. C'est un magnifique... J'ai plus le nom du petit garçon. Owen Wilson. Non, c'est le petit garçon. Le petit garçon. Owen Wilson, il a été petit garçon, certainement, à un moment dans sa vie. Mais le petit garçon, il est génial. Il est fantastique. Ouais, fantastique. Donc ça, c'est le film qui sera donc diffusé ce soir au Gaumont à Rennes à partir de 20h30. Oui, je ne sais pas s'il reste encore des places. Il reste encore des places. Si, je crois qu'il en reste encore. Il reste très peu de places. Mais tous les Bretons sont invités à venir voir cette fabuleuse soirée. Est-ce que les spectateurs ressortent différents des soirées ouverture de chant? Parce que vous tournez dans toute la France, dans 10 villes de France, pour sensibiliser les gens justement. C'est ce qu'on dit avec Ada. D'ailleurs, il le dit très bien, lui. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, tout le monde a envie d'être handicapé. Parce que tout le monde se dit, ça a l'air vachement bien, en fait. On peut faire plein de trucs, on peut faire marrer les gens, on est intégré comme tout le monde, voire même plus. Le petit garçon, là, son image, il fait des choses fantastiques, il a une vie merveilleuse, tout le monde l'aime, c'est formidable. Même s'il y a des passages un peu compliqués, mais il devient plus fort que les épreuves, c'est génial. Non, c'est dit avec humour, avec mes mots à moi et avec les mots d'Ada, mais c'est vrai que je pense que ça bouleverse les gens, et c'est vrai qu'à la fin du film, je vais pas spoiler le truc, mais c'est vrai que les gens versent tous leurs petites larmes. Alors c'est marrant, quand on revient à la fin du film, à la fin de la projection, ils ont tous leurs petits mouchoirs. C'est rigolo. Vous restez avec nous, Christophe Flieder. Oui, je vais pas me passer, je vais rester un petit peu. Ce serait bien, ce serait pas mal. Et on va maintenant parler de droit avec Maître Emonet. Bonjour. Bonjour. Le handicap, c'est un thème qui vous touche, auquel vous êtes sensibilisé. Et on va en parler, mais différemment, puisqu'on va parler d'anticiper sa dépendance, puisque finalement, on est tous potentiellement en situation d'avoir un handicap, à un moment ou à un autre de notre vie. En quoi consiste l'anticipation de la dépendance, Maître Emonet ? La question est assez large, parce que finalement, la dépendance, on peut l'envisager sous un angle purement matériel. En anticipant par exemple le choix de son futur logement, en se disant que c'est peut-être mieux d'habiter dans une maison de plein pied qu'une maison avec étage, enfin des choses finalement assez simples, mais qui déjà préoccupent des gens qui approchent de la fin de leur vie. Un angle économique aussi, bien sûr, et c'est très important. Est-ce que j'aurai plus tard les moyens de payer
une éventuelle maison de retraite. C'est une question que beaucoup de gens se posent. C'est sûr que quand on parle de maison de retraite, personne n'est enchanté et c'est un sujet qu'on fuit un peu, mais d'une certaine façon, c'est un sujet très concernant. Et puis, on peut également envisager, et c'est ce qui, moi, me concerne assez en tant que notaire, l'aspect juridique. Lorsque je ne serai peut-être plus en état de manifester ma volonté, qui pourra signer à ma place des documents, qui pourra signer des choses engageantes, la vente de ma maison, qui pourra s'occuper de mes comptes bancaires. Donc il y a vraiment plusieurs dimensions que l'on peut aborder. Et l'assurance vie, alors, qui couvre la dépendance, ça, on ne la connaît pas forcément. Alors, c'est vrai que lorsque on se pose la question de la dépendance et qu'on y répond sous l'angle économique, ça consiste à se dire, au moment de la retraite, de quel revenu je vais disposer et combien va me coûter finalement un éventuel hébergement. Il faut savoir qu'un hébergement aujourd'hui en EHPAD, en maison de retraite, ça coûte assez cher. En moyenne, en Bretagne, on est peut-être aux alentours de 2 000 € par mois. Au minimum. Minimum. Hein, donc les fourchettes sont larges, ça dépend de la qualité des hébergements, etc. Mais souvent, ça peut dépasser, et très souvent, ça dépasse les revenus à la retraite des personnes concernées. Donc il faut se poser la question de revenus complémentaires pour ceux qui le peuvent, placement immobilier par exemple, pour ceux qui le peuvent, encore une fois, tout le monde ne le peut pas, et puis l'épargne effectivement, une assurance vie ou un placement qui permet, lorsqu'on est actif, de mettre de l'argent de côté tous les mois pour que ça déclenche le versement d'une rente tous les mois lorsqu'on sera à la retraite. L'assurance dépendance elle-même, c'est un petit peu différent, vous versez tous les mois, mais à fond perdu d'une certaine façon, puisque si jamais la dépendance ne se produit jamais, vous aurez payé une assurance pour rien, entre guillemets, puisque c'est le principe de l'assurance, c'est de se protéger pour plus tard. Et si la situation de dépendance se produit, à ce moment-là, vous aurez versement d'un capital aussi tous les mois. Alors, comment ça se passe si je ne peux plus m'occuper de mes affaires, faire un chèque, vendre ma maison, etc. Comment peut-on se protéger d'un abus de faiblesse? On appelle Christophe. On appelle Christophe, il nous règle tout ça, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, les choses sont déjà organisées. On connaît tous la tutelle, la curatelle. Toutes ces choses-là ont pour but de protéger la personne d'elle-même d'une certaine façon. C'est de mettre un peu entre parenthèses sa signature pour éviter qu'elle ne signe des documents qu'elle n'aurait pas dû signer. Il faut que la personne soit hors d'état de manifester sa volonté, qu'il y ait ce qu'on appelle une altération des facultés mentales. Et à ce moment-là, avec un jugement, on place la personne sous tutelle et elle aura un tuteur qui va la représenter sous contrôle du juge, etc. La difficulté, c'est qu'une tutelle, une curatelle, c'est subi d'une certaine façon. On ne l'a pas choisi soi-même, on ne l'a pas organisé. Un outil qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le mandat de protection future. C'est un outil justement qui permet de désigner une personne de confiance maintenant, qui s'occupera donc de vous éventuellement plus tard si vous êtes en situation de dépendance. Alors que contient ce mandat précisément? Finalement, il couvre tous les aspects de la vie. Les deux volets principaux, les aspects personnels. Donc vous désignez une personne de confiance qui, si vous êtes médicalement plus en état de faire quoi que ce soit, s'occupera des aspects personnels, donc par exemple la santé, tout le médical, et puis des aspects, deuxièmement, patrimoniaux, vendre votre maison s'il y a lieu, placement en banque, etc. Donc c'est vous qui choisissez si vous laissez les rênes à quelqu'un qui s'occupera de tout ou d'une partie, mais en tout cas vous choisissez maintenant, vous anticipez, c'est préventif, plutôt que de vous dire peut-être qu'un jour je serai placé sous tutelle, mais je ne serai plus moi-même en état de choisir qui s'occupera de moi. Alors que là, vous allez choisir, vous allez pouvoir dire moi je veux que ça soit mon fils, parce que mon fils il a toujours été proche de moi, il habite pas loin de chez moi, je préfère que ce soit lui, je le choisis d'ores et déjà. Comment le signer, ce mandat? C'est très simple, heureusement. Soit on prend un formulaire qui est mis en ligne, qui est disponible, mais on n'a pas forcément beaucoup d'explications avec, on remplit soi-même un petit peu le formulaire, ou soit on fait appel à un notaire. Là, ça vous permettra d'avoir toutes les explications qui vont avec, et surtout le mandat de protection future notariée, il est plus puissant, puisque la loi autorise à travers ce mandat de passer des actes beaucoup plus engageants, beaucoup plus graves, vendre la maison, ou faire des placements particuliers. Donc, à vous de choisir, mais en tout cas, vous pouvez, quoi qu'il arrive, prendre les renseignements auprès de votre notaire qui vous dira et qui peut-être éveillera votre conscience à ces sujets. Merci beaucoup, Maître Emonet, pour tous ces conseils pratiques. Vous connaissiez, Pierrick, le mandat de protection future?
Je ne sais pas si ça fait partie de ce qu'on appelle les directives anticipées ou pas. C'est un peu la même chose. Les directives anticipées, c'est beaucoup plus précis. C'est sur la prise en charge médicale, sur les soins palliatifs. Enfin, c'est tout ce qui est vraiment purement médical, sur ce qu'on souhaite si jamais on n'est plus en état de manifester sa volonté, vraiment pour des choix médicaux, des opérations, les maintiens en vie, enfin tous ces aspects-là. Ce sont deux choses qu'on peut mener en parallèle. Oui, en fait. tout à fait. Ouais. L'un est plus précis que l'autre. Mais le mandat de protection future, c'est vraiment quelque chose de global. Oui, ça n'a rien à voir avec Sarkozy et Bettencourt. Non, c'est ça. Ouais. Ils auraient peut-être dû, c'est ça. Eux, c'est ça. Il y avait un mandat implicite. Je pense qu'il y avait un petit truc. Je m'en serais occupé sans problème. Tout renseignement, maître Monnet. Et là, pour nous, merci beaucoup. Je vous propose, dites donc, on aille retrouver notre ami Billy. Où est-ce qu'il en est de son shampoing? Alors peut-être qu'il est au niveau de la coupe, là, maintenant. On va voir ça. Billy, où en êtes-vous? Dites-nous. Nous sommes de retour ici chez Coiffeur et compagnie avec Xavier, toujours. Et là, donc, notre cher Patrick, ça a été agréable ce petit massage de cheveux que je vous ai fait? Bon, oui, très bien. Impeccable. Donc là, maintenant, on va couper les cheveux, quoi. Moi, j'ai trop hâte, franchement. Alors, tu m'as dit qu'il fallait faire des trucs d'abord? Des séparations, en fait. Des séparations. On va déjà séparer, tu vois, le plateau. Ouais. Ça sert à quoi de faire ça? C'est parce que cette partie-là, en fait, tu vas garder un petit peu plus de longueur. Sur le dessus? Sur le dessus. Ok. Donc, on va complètement vous retravailler le visage, monsieur. Exactement. C'est ça sert à ça de venir chez un bon coiffeur. Exactement. Sinon, on fait ça soi-même à la maison et là, on fait de la morphologie, si tu veux. Ouais, je fais tout en vrac. Et là, en fait, on a dit, rappelle-toi, qu'on veut que ce soit un petit peu plus court sur les côtés et la nuque et un peu plus long sur le dessus. Donc, il faut bien que tu aies ton image de la coupe que tu veux obtenir pour savoir où est-ce que tu vas. Et moi, je ne visualise pas du tout 3D. Hein. À chaque fois, c'est une horreur pour moi. Tu as un bâti, si tu veux. D'accord. Mais rassurez-vous, si je me trompe, il va rattraper le truc derrière. Alors, hop. Billy, moi j'ai envie de faire. Tu prends en vertical. Ouais. Et tu coupes. Ah, comme ça. Allez. Et tu vas jusqu'en bas. On y va? Ok. Et avec tu mets ton doigt ici, c'est ton annulaire. L'annulaire là et le pouce là. C'est ça. Ok. Et je prends comme ça. Alors là, tu n'y es pas du tout. J'y suis pas du tout. Comme ça. Et tu J'ai un prends peu tes peur doigts quand comme même. ça. Ah ouais. Ok. Tac tac. Alors, ah oui, mais c'est vachement compliqué en fait. C'est un métier, c'est un métier. Voilà. Et là, je prends ici comme ça. Un petit peu plus lisse bien. Lisse bien, comme ça. Hop là, ici. Et là, j'en fais quoi du peigne? Tu le gardes avec toi. Assistant, je vous le donne. Ça va être trop court. Parce que là, je peux pas couper. Alors attendez, je vous donne ça. Est-ce que tu veux que je te fasse la première Ouais, je veux bien. Parce que comme ça, on va avoir une base. J'ai un peu peur en fait de rentrer dans le vif du sujet et de couper directement. Alors que j'avais hâte depuis tout à l'heure de venir tailler. Tac, tu vois, là, tu étais un petit peu trop près, donc tu pars d'ici, hop. D'accord, et ça, on fait ça. Et tu vas jusqu'en bas. Et il faut équilibrer à chaque fois. Ok, d'accord, le peigne, on le met là, ça marche. Voilà. Bon, allez, j'y vais, je me lance. Et donc là, tu vas prendre tes mèches à côté et ta mèche repère de façon à avoir la même longueur partout. Alors ça, on remet dans l'annulaire, là, dans le pouce. Et du coup, je reprends ici à côté, c'est ça comme Et c'est ça, ouais. Hop, alors, hop. Et tu essayes d'avoir un petit morceau de ta mèche témoin que tu viens de couper. Ok, bon bah là, moi, apparemment... Ah oui, si, je l'ai. Ok, je viens de voir ça. Alors là, on met là, et je viens couper. Pas comme ça. Non. Comme ça. Faut que ce soit beaucoup plus lissé. Encore. Parce que sinon, tu n'auras pas une coupe bien nette, tu vois. Non, mais c'est vraiment pas évident pour le coup. Moi, je me disais, on faisait tic-tic-tic comme ça, et puis voilà. Tu lisses comme ça, là, tu as ta mèche repère et tu viens couper ici. Ça marche. Bon, ce matin, c'est moi qui paierai votre coiffure, monsieur, hein, parce que là, sinon... Alors, je lisse comme ça. Voilà. Hop là. Oh non, mais c'est... Oh là là. C'est un peu dans le flou, là. Ah ouais, c'est le flou. Non, mais moi, c'est une nouvelle méthode, en fait, que je crée. Attention, là, tu vois, tu es en train d'attraper des mèches qui sont là-haut. Ah ouais, donc pas bon du tout. Voilà, on va... Bah, effectivement, là, je vais vous martyriser le cheveu, hein, comme on dit dans le sketch. Ça va être une horreur. Alors, hop là. Et là, j'y vais en verticalité. Hop, hop, hop. Bon, bah, Laurence, je pense qu'on a bien compris le principe. Quand on est professionnel de la coiffure, eh ben, on est professionnel de la coiffure. Moi, le stagiaire, là, j'y ai pas forcément trop arrivé. Donc, on va essayer de regarder tout ça ensemble. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour le final. Allez, à tout à l'heure, Laurence. À tout à l'heure, Billy. Alors, hein, chez vous, vous n'oubliez pas, vous demandez la méthode Billy chez le coiffeur, qui donc vous martyrisera le cheveu, hein, selon l'expression consacrée. Car le nom des coiffeurs, ça vous inspire, ça, en tant que philosophe, forcément. Ben oui, y a toujours comment des se noms fait-il? improbables. Mais oui, pourquoi est-ce que les noms des salons de coiffure sont toujours des jeux de mots assez pourris quand même ensemble, hein. Il y a eu la mode des tifs, des diminutifs, infinitifs, et puis alors maintenant c'est plutôt R, planète R, un R naturel, ABC de R. Eh bien, il y a peut-être une explication à trouver du côté de chez Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe du XXe siècle qui affirmait que l'homme est fondamentalement libre. Nous ne sommes soumis à aucun déterminisme. Les animaux, par exemple, eux, ont leur instinct.
Ils ne se demandent pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ils ont l'instinct qui leur dicte absolument leur conduite. L'homme, lui, est soumis à une liberté totale. Du coup, c'est très angoissant, dit Sartre. Il y a une véritable angoisse dans cette liberté fondamentale humaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se réfère au regard de la société. C'est-à-dire que, comme le disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Si je suis coiffeur, je vais me comporter comme un coiffeur. Si je suis garçon de café, je vais faire tous les gestes du garçon de coiffé. Du garçon de café. Voilà, je mélange un peu avec Billy. Bien coiffé. Si je suis chroniqueur philosophie à la télé, je vais faire des gestes comme ça tout en parlant. Et en laissant pousser la barbe. Voilà, et en me laissant pousser la barbe. Je suis dans le cliché absolu et dans le cliché total. Donc on pourrait penser, quand on écoute un petit peu Jean-Paul Sartre, que les coiffeurs se sentent soumis à cette espèce de liberté fondamentale et de regard de la société qui dit que si j'ouvre un salon de coiffure, je dois impérativement lui donner un nom pourri, avec un jeu de mots, parce que c'est tout simplement ce qu'on attend de moi. On s'auto-détermine. D'accord. Où trouver la liberté là-dedans ? À quand le salon Karl R? Bonne question. Allez, vous avez 4 heures. On va se tourner vers vous maintenant. Pierrick, vous nous proposez une très jolie balade dans le massif de Brocéliande ce matin. Oui, je vous propose de partir du côté de Néant-sur-Yvel sur un circuit Néant-sur-Yvel, un nom impressionnant. Déjà, là, il y aurait moyen aussi. Néant, vous vous rendez compte, ça s'appelle Néant. Eh oui, un circuit qui circule majoritairement au milieu des landes et des forêts, qui fait 7 km, et puis où on va trouver deux lieux importants, c'est le jardin aux moines d'une part, et puis c'est aussi le tombeau d'un médecin du 19e siècle. Et puis je vous propose aussi de parler d'un lieu en dehors de ce circuit, mais qui est important sur la commune de Néant, qui est le château du Bois de la Roche. Alors, pour commencer le point de départ, le jardin aux moines. Le jardin aux moines, alors ça c'est un site un petit peu étrange, alors c'est normal, on est en Brocéliande, donc il y a forcément quelque chose d'étrange. Il y a des mystères, forcément. Il est étrange parce que les archéologues, lorsqu'ils l'ont découvert, n'ont pas réussi à déterminer quelle était la destination de ce lieu. Ils ne comprenaient pas, il était un petit peu hors norme, il ne ressemblait à aucun autre site connu. Et donc, voilà, ils étaient un peu dans l'expectative face à ce quadrilatère de plus de 25 mètres de long, constitué de 2 sortes de pierres. Il y avait des poudingues, donc des schistes rouges, et puis il y avait aussi des pierres de quartz, donc des pierres blanches. Donc ça, c'était un mystère, et eux ne pouvaient pas l'expliquer. Par contre, les légendes locales, elles l'avaient déjà expliqué depuis longtemps. Il y en avait une qui était un peu païenne et arthurienne, et l'autre qui était plus religieuse, qui disait que Saint-Main, quand il avait fondé un monastère dans le pays, avait découvert une nuit ces moines en train de ripailler et de festoyer avec les seigneurs locaux sur la lande. Il leur avait évidemment interdit de le faire, sauf que le lendemain, ils ont recommencé. La colère divine s'est manifestée à travers un orage foudroyant, et ils se sont retrouvés pétrifiés. Au matin, on a retrouvé donc des pierres rouges pour les seigneurs et des pierres blanches pour les moines. Alors, en continuant à travers la lande, on arrive à une autre sépulture, mais cette fois-ci beaucoup plus récente. Oui, alors celle-là, on n'a pas besoin des archéologues parce que c'est écrit dessus dans un langage qu'on comprend, donc on sait ce que c'est. C'est un petit mausolée qui est celui du docteur Alphonse Guérin et de son épouse. Alors, on le connaît peut-être pas forcément très bien, Alphonse Guérin. Il était né à Pleuhermel en 1816 et il allait souvent du côté de Néant-sur-Yvel parce que sa mère en était originaire. Il avait le coiffeur. Il aurait besoin. Je crois que Billy s'en est occupé. Apparemment, un petit coup de tondeuse. Ouais. Alors, il rencontrait à Néant-sur-Yvel un amour de jeunesse qui s'appelait Anaïs de Pomerol. Il n'a pas pu l'épouser parce qu'il n'était pas fortuné, etc. Il n'était pas connu. Elle a épousé un baron local, et puis ensuite, lui, il est devenu médecin des armées. Il a fait une invention assez importante qui était le pansement ouaté, qui a permis de faire des progrès considérables. Le pansement ouaté. Et oui, dans les conflits, dans les guerres notamment. Du coup, le médecin de l'époque, Pie IV, l'avait appelé pour qu'il le soigne. Et puis une autre personne l'a rappelé, c'était une jeune veuve. C'était Anaïs de Pomerol qui était malade. Il l'a guérie et ils ont fini leur vie ensemble. Et dans ses dernières volontés, Anaïs de Pomerol avait demandé qu'elle soit enterrée sur la lande du moulin, là où ils aimaient aller se promener. Et comble de coquetterie, elle avait également demandé qu'on ne mette aucune date sur le tombeau pour éviter de connaître son âge, même après sa mort. Voilà. C'est joli, c'est romantique tout ça. Allez, toujours sur la commune de Néant-sur-Yvel, mais en dehors du circuit des jardins aux moines, il y a le village et le château du Bois de la Roche. Ah oui, c'est un endroit assez impressionnant ce village, d'abord parce qu'il est à cheval entre 2 communes. C'est la rue principale, la rue du centrale, qui fait la limite. Donc il y a une partie du village qui est sur Néant et l'autre qui est sur Moron.
Et puis dans la partie sur Néant, il y a ce château donc, du Bois de la Roche, dont les plus anciennes parties sont du XVe siècle, c'est-à-dire de l'époque d'un monsieur qu'on connaît bien qui s'appelait Philippe de Montauban, qui avait été capitaine de la garnison de la ville de Rennes, qui avait été aussi chancelier de Bretagne de François II et conseiller de la fille de François II, c'est-à-dire d'Anne de Bretagne, de la duchesse. C'est d'ailleurs lui qui avait présidé au retour du cœur d'Anne de Bretagne dans l'écrin, dans le reliquaire qui a failli être volé au musée d'Aubray à Nantes il y a quelques jours. Qui a été retrouvé, fort heureusement. Et retrouvé. Et puis dans les descendants, on trouve aussi une descendante qui était Anne Toussainte de Volvire, qui habitait le château, qui était une jeune noble jusqu'à l'âge de ses 20 ans, qui vivait comme telle, et qui a réchappé miraculeusement d'un accident de cheval. Elle a décidé à partir de cette date de consacrer la totalité de sa vie aux pauvres et aux malades. Et elle est morte d'ailleurs malade elle-même à 40 ans. Et il y a un très beau tombeau, on l'appelle la Sainte de Néant, dans l'église de Néant, un beau tombeau en pierre blanche. Merci beaucoup, Pierrick, pour cette proposition de très jolie balade romantique. Merci infiniment, entre autres. Merci beaucoup. Christophe Luder, je me retourne vers vous. On va parler un petit peu de handisport, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous vous êtes beaucoup engagé au niveau de l'association France Nanosport. Alors, c'est une association qu'on ne connaît pas forcément. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est une association en fait, nationale qui regroupe des sportifs de petite taille, en fait, donc atteints de nanisme. Et en fait, ce qui se passait, c'est que nous, on a réagi à un manque, c'est qu'il n'y avait pas de compétition internationale ou même nationale où pouvaient se confronter des personnes atteintes du même handicap, des personnes de petite taille, de moins d'un mètre 40. Et on a, voilà, Gérard Rolls a failli participer, par exemple. Voilà, on l'a loupé de peu, hein, mais voilà. Non, c'était vachement, voilà, ça a été un élan dès le début, ça a super bien fonctionné. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas une population de personnes de petite taille qui est énorme en France. Hein. Il n'y a pas un bassin, mais il y avait suffisamment de personnes volontaires pour lancer un peu la machine, amorcer la pompe. On a toujours aussi entre 35, 40, 45 membres. Et on faisait des compétitions internationales. On a fait les premiers Jeux mondiaux des personnes de petite taille. Il y a des Jeux mondiaux des personnes de petite taille. Ça, on ne le sait pas. C'est né à Toronto en 2001. Oui. Alors, il y a plusieurs éditions, en fait, à travers le monde. On change un petit peu de continent pour faire évoluer, puis faire la promotion du sport aussi chez les personnes de petite taille. Il y a toujours une année de décalage avec les Jeux paralympiques. Ouais. Parce que comme ce sont des compétitions open, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, tout le monde peut participer aux Jeux mondiaux. C'est pour ça qu'on ne parle pas de championnat, mais de Jeux mondiaux. Ouais. C'est totalement open. Contrairement aux Jeux paralympiques, où là, il y a des vraies qualifications, il y a des vraies sélections, minima, etc. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, on est à une année de décalage avec les Jeux paralympiques, parce que vous pouvez avoir des personnes de petite taille qui jouent et aux compétitions open et qui vont aussi aux championnats, aux Jeux paralympiques. Enfin voilà quoi, on a des Jeux mondiaux. Ça on ne savait pas. C'est vrai que c'est très original, mais ça fonctionne et c'est très spectaculaire surtout. Ouais, on imagine. Alors justement, on en profite pour faire un petit coup de cou à Robert Châtel qui nous lance un bonjour sur Facebook depuis Toronto, et puis à Kevin Rowan d'Angleterre et à Michel Joncourt de Genève. Vous voyez, on nous suit un petit peu partout, oui. C'est pas Toronto en Amérique du Nord, hein, c'est Toronto sur Vilaine. C'est à 30 bornes d'ici. Ah oui, c'est Toronto au Canada, je vous promets. C'est un Internet limité quand même. C'est une petite connexion. C'est Toronto au Canada, je vous promets. Il confirmera, Robert Châtel. Très bien. Sabine, c'est maintenant l'heure de votre sélection d'agenda culturel pour les jours à venir. Une belle sélection. Belle, c'est le cas de le dire. Tout à fait, belle. C'est le titre de l'exposition au château de Kerjan jusqu'au 4 novembre. Alors, dans le Finistère, ce très beau château de Kerjan propose cette année, il part en quête du corps parfait, cette quête de beauté reposant sur l'harmonie et les proportions et qui influence encore nos canons actuels. À la Renaissance, en fait, le corps est dénudé, calibré, observé, et cela s'explique en grande partie par la redécouverte de la statuaire antique. Alors, savez-vous, Laurence, que pour les contemporains de Léonard de Vinci, seules les proportions masculines sont idéales. Les femmes ont-elles une infériorité de corps? Et alors, c'est évident. C'est évident. C'est tellement
évident. Bah oui. Alors, l'originalité justement de l'exposition réside dans ce parti pris d'explorer le sujet de la beauté sous son angle féminin. Vous pourrez découvrir donc des objets rares et précieux comme des flacons de parfum, des cure-dents et cure-oreilles, aussi travaillés qu'un petit bijou, et aussi des recettes cosmétiques du XVIIe siècle. Figurez-vous que les femmes utilisaient parfois du plomb ou du mercure pour mettre sur le visage. Bon, ça devait être sympa. Eh ben, parfois elle mourait, donc il fallait souffrir pour être belle. Ah bah oui, d'où l'expression souffrir pour être belle. Okay. Voilà, tout à fait. Alors, une autre. Alors, dans le Morbihan, maintenant, vous nous proposez de nous mettre au vert, mais avec les algues, mais différemment. Hein. Oui, voilà, alors c'est un petit jeu de mots. Oui. Algorithme, comme algue au rythme Aradon. Ça se passe à Aradon, au bord de l'eau. Et se passe la 16e édition du festival donc de musique et d'art de la rue. Alors, une belle retrouvaille, ce sont les Hurlements de Léo. Je vous propose de regarder un petit extrait de leur dernier album. Ils arrivent et ils fêtent leurs 20 ans de concert, donc ce week-end. Allez, extrait regarde. tout de suite. Où est ma place dans le chaos? Je ne perçois plus qu'un écho. Où est ma place dans le complexe entre les trappes et les chicanes? Je n'avance plus que par réflexe. Je sens bien que tu ricanes. Dans les excès de l'amour même, je suis votre homme. Ad aeternam. Dans l'excès même de la haine, je suis votre homme. Ad tu ricanes. Très sympa, les Hurlements de Léo. Hein. Ouais. Ils sont vraiment super. Là, ils reviennent avec une pêche toujours d'enfer. Alors, sinon, dans les... Allez, les Côtes d'Armor. Côtes d'Armor. Ouais. Faites des mots familiers. Alors, oui, donc, jusqu'au 16 juin, pas des gros mots, mais des mots et des images qui donnent envie de lire et d'écrire. Et il y a une très belle exposition de l'illustratrice Lucie Van de Velde. C'est l'occasion, voilà, de découvrir des gens de talent, des jeunes. Et vous pouvez découvrir ces planches originales à la médiathèque Albert Camus à Saint-Brieuc. Jusqu'au 15 juin, cette personne aussi propose des ateliers, donc les enfants peuvent découvrir l'illustration, l'écriture, l'écriture, etc. En parlant d'écriture, justement... Oui. Justement, il est vilaine maintenant. Allez, il est vilaine. Spéléographie, c'est un mot donc, qui est inventé par Laurence Coste et Luc Cotina qui ont créé cette association du même nom. Et ils proposent donc pour cette seconde édition, vous trichez là, vous exagérez. L'idée qui m'intéressait, c'est pour ça j'anticipe. Alors l'idée de croiser, vous pouvez m'aider parce que j'ai plus beaucoup le temps, de croiser de multiples pratiques d'écriture. Ça va du roman à la BD en passant par la musique. Le but étant de mélanger les genres et de toucher tous les publics, parce que l'idée vraiment c'est d'accueillir tout le monde. L'entrée est libre jusqu'au 17 juin à Rennes et jusqu'à Montfort. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, on a juste quelques 30 secondes pour terminer. Alors, à propos avec bien entendu le festival Étonnant Voyageur ce week-end, un incontournable. Pendant ces 3 jours. C'est la 29e édition. Hein. Absolument. Et de Littoral, enfin France 3 Bretagne est là avec le magazine Littoral qui propose donc samedi la matinée Littoral animée par Adélaïde Cassier. Projection de 5 films documentaires, rencontres, débats en présence des réalisateurs. Et puis pour les amoureux du vintage, vous avez aussi une petite idée de sortie. Oui, alors on scelle sur vos vieux biclous avec le Tour de Rance vintage. Vintage, carrément. Vintage, on dit vintage. Je sais bien vintage. Non mais c'est bien vintage. Et on est en France ou quoi alors? Merde. Je suis vachement dans le coup. On est vintage. Moi je suis très vintage, moi. Moi aussi je suis super vintage. J'ai mis un bougeant d'ailleurs aujourd'hui, c'est très très bien. Pour ceux québécois, bonjour à nos copains du Québec. Pour cette édition 2018, le thème portera sur les 40 ans du premier Tour de France remporté par Bernard Hinault. Bah voilà, ah oui, j'étais là. Évidemment. Ah oui, on est dans le vintage, donc restons dans le vintage. Et donc ça se passe ce week-end aussi. Et ben voilà, mais merci beaucoup Sabine. Et puis on n'oublie pas, c'est aussi la 14e nuit européenne des musées ce samedi avec plus de 3000 musées ouverts en France et évidemment en Bretagne, forcément. Allez, que diriez-vous de retrouver notre ami Billy? On va voir où il en est sur la coupe. Alors attention, alors c'est parti. Billy, vous en êtes où? Alors Laurence, écoutez, Xavier, pendant la petite pause, là, a récupéré ma coupe de cheveux parce que j'avoue, j'étais pas du tout vraiment équilibré de partout. Donc là, on a passé le sèche-cheveux. Exactement. Et une fois qu'on a passé le sèche-cheveux, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux passer le petit plumeau de toute façon à enlever tous les petits cheveux. Ah ouais, depuis tout à l'heure, je voulais faire ça. Alors, je remets le sèche-cheveux. Et du coup, Patrick, je vais vous passer un petit coup de plumeau. Et surtout dans le cou, parce que ça, c'est très agréable. Ah ouais, c'est dans le cou, c'est cheveux. vrai. En plus, ah oui, elle fait comme ça. Hop là, tac, tac. Alors, je vous passe le petit coup de plumeau. Et une fois qu'on a passé le plumeau,
Eh bien, on peut mettre un produit de coiffage. Okay. Donc là, notamment, on part sur une pâte mate spéciale homme. De la cire. De la cire. Alors, moi, je mets de la cire le matin. Alors, tu en prends... Ah, elle est vachement liquide. Ouais, mais elle est mate, donc tu l'étales un peu dans tes mains. Comme ça, il y a assez? Ouais, étale bien dans tes mains, sur le bout des doigts plutôt. Il faut bien chauffer. Voilà. Mais j'en mets tous les matins. Bah ouais. Faut bien chauffer et après, je passe comme ça, j'en mets partout. C'est ça, tu passes comme si tu Alors moi, j'ai pas les cheveux aussi longs. Oh, on va vous faire une coupe à la Georges Clooney. Et surtout sur les côtés. Sur les côtés. Voilà, tu vois. Alors là, Patrick, vous allez voir, quand vous allez rentrer, votre femme, elle va vous redécouvrir. Parce que là, moi, j'aurais bien fait une petite mèche comme ça sur le côté. Non? Non, ça, non, ça fait un peu... Tu vois, ça le... Ouais, ça... Non, ça... Tu t'en es rendu compte toi-même? Ouais, carrément. Alors là, je vois que là, je suis pas du tout... Donc en fait, tu vois, on respecte la séparation comme ça, hop. C'est pas mal, hein? Tu vois? Ça fait un beau brush naturel. Un petit côté non, en même temps, c'est ses cheveux. Un petit côté Georges Clooney. On est pas mal, Patrick, est-ce que ça vous convient comme ça de devant? C'est pas mal, ouais. Alors, attendez, parce que là, vous avez une petite mèche qui me dérange. Et on n'a pas un petit miroir pour lui montrer là? Je vais vous montrer comment j'ai bien fini ça derrière. Là, c'était super. Et donc, même nous, là, on donne au client. D'accord. Et on tourne carrément le fauteuil. Ah ouais! De façon à ce que le client puisse bien voir dans le grand miroir. Satisfait? Ouais, très bien. Écoutez, je trouve que là, avec la coupe qu'on a fait, on vous ressort les yeux. Les yeux. Ah oui, c'est vrai. Donc, bah, écoutez, Laurence, on a fait ce petit défi ce matin, là, avec Xavier. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Patrick, vous êtes content? Vous avez passé un bon moment avec nous? Très bien, oui, vous êtes bien débrouillé. Bon, eh ben, je vous remercie beaucoup. Donc, comme quoi, on n'improvise pas coiffeur qui veut, mais ce matin, c'est pas trop mal défendu. Alors, à bientôt. Salut! Merci Billy pour cette jolie coupe vintage, comme on dit. Coupe vintage. Coupe à la Forban. Une coupe à la Forban, voilà. Bon. C'est maintenant l'heure du débriefing de cette émission par notre chère Catherine Bossa. Vous n'êtes pas passée entre les mains de Billy, vous? Non. En l'occurrence, bon, je m'appelle Sandra aujourd'hui. Je fais partie du salon Existential Tif. C'est un salon de coiffure philosophie. Voilà, donc c'est forcément un salon existentialiste basé sur la pensée sartrienne. L'enfer, c'est les autres. Peut-être avant de faire une coupe, on va réfléchir avec la cliente ou le client sur, par exemple, arrêtons-nous un instant et puis faisons face à notre moi-même. Qu'est-ce qu'un brushing? À part peut-être contraindre la nature de votre cheveu, peut-être être contenu de votre propre nature. Et on parle aussi de la dépendance, n'est-ce pas? Arrêter d'exister, puisqu'exister, c'est être à travers l'autre. Et puis si on n'existe pas, peut-être qu'on n'est pas là. Voilà. On aurait pu faire des citations du Rêverie du promeneur solitaire, par exemple, avec JR. Oh, dis donc, vous saviez qu'Alphonse Garin avait épousé Anaïs de Pomerol et tout. Du coup, on finit par plus avoir le temps de couper les cheveux. Merci Sandra. Bravo, quel talent, quel talent. Merci, belle synthèse. Merci beaucoup Christophe Fluder d'avoir été avec nous. Merci Sabine, merci Pierrick, merci Karl. Eh bien écoutez, on vous retrouve donc ce soir à la soirée ouverture de champ au cinéma Gaumont à Rennes. Et quant à nous, demain en direct depuis Saint-Brieuc pour une émission spéciale avec France Bleu autour de la fête de la Bretagne et du festival Aroc avec plein de beaux invités. Très belle journée, à demain.